Porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès, mais toujours militante antiraciste. Je me revendique de l'antiracisme politique. Je vais peut-être préciser c'est quoi la différence, mais effectivement, je travaille sur tout ce qui est discrimination raciste et racisme structurel en France, et donc beaucoup avec sur la question des quartiers populaires. Sur l'antiracisme politique, parce que c'est important peut-être de préciser d'où je parle, je fais partie de cette nouvelle génération de militants antiracistes qui rejettent, sont en rupture avec l'antiracisme traditionnel, celui de la LICRA, de SOS Racisme, du MRAP, etc. Alors, pas pour des raisons personnelles, pas parce qu'on estime qu'ils ne font pas du bon travail, mais parce que pour nous, cet antiracisme institutionnel ne répond pas aux questions qui sont posées par la question raciale aujourd'hui en France, et ne répond pas à nos priorités, alors à plusieurs points de vue. D'une part, ils sont pieds et mains liés avec l'État, c'est-à-dire qu'ils tirent leurs subventions de l'État et qu'ils sont très souvent proches de partis politiques ou de partis politiques ou d'hommes politiques ou des structures étatiques qui du coup rendent difficile la critique des structures et du système. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu tendance en France à focaliser sur le racisme individuel, c'est-à-dire sur le racisme ordinaire, ce qu'on appelle le racisme de rue, c'est-à-dire les gens qui vous insultent, etc., qui vous empêchent d'accéder à telle ou telle chose, etc. Alors que nous, ce qui nous intéresse, antiracistes politiques, antiracistes décoloniaux même, si je puis dire, c'est la question du pouvoir et la question des systèmes, puisque, comme vous le savez sans doute, le racisme est une question de pouvoir, est profondément, intimement lié à la question du pouvoir. Donc pas possible de lutter contre un système raciste et racialiste sans remettre en cause le pouvoir et sans vouloir partager le pouvoir. Il faut bien comprendre que, et c'est là l'une des différences fondamentales, qu'on n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points du racisme. La question n'est pas de savoir qui est raciste et qui ne l'est pas, puisqu'on part du principe que dans une société qui a bouffé des théories racistes et racialistes depuis des siècles maintenant, personne ne peut se prétendre échapper aux logiques racistes et racialistes imposées par l'État français d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, et imposées, imprégnées après dans tout le système et dans toutes les structures de l'État. Donc, point de focalisation sur le racisme individuel, mais une vraie problématisation de la question du pouvoir, de la question de l'État, de la question des systèmes et de la question de la place des minorés et des droits des minorés, donc des racisés, si je puis dire, ceux qui subissent le racisme dans tout ce contexte-là. Et la troisième différence fondamentale, c'est que ça ne vous a sans doute pas échappé, beaucoup de ces structures-là, beaucoup de l'antiracisme institutionnel est orienté, géré, dirigé par des blancs, c'est-à-dire par des personnes qui ne subissent pas le racisme. Alors je vois des sourcils se lever. Mon Dieu, elle a dit blanc, etc. Oui, alors je vous rassure tout de suite, quand on dit blanc ou arabe ou noir, c'est pas être raciste, c'est juste qu'on nomme les choses, et en l'occurrence, on nomme des groupes sociaux, on parle ici de race sociale, de groupes sociaux qui sont racialisés par un processus qui nous dépasse et qu'il nous faut nommer, non pas pour établir des hiérarchies, mais tout simplement pour dire qu'il y a depuis des siècles des processus de racialisation positifs d'un côté et négatifs de l'autre. Positive, c'est-à-dire qui octroie à une partie de la population, et il s'avère, du fait de l'histoire, que ce sont les Blancs, un privilège, du fait de leur couleur, ou en tout cas du groupe social auquel ils appartiennent, et de l'autre côté, un processus de racialisation
négative. Et là, c'est tout ce qui est non blanc, qui est de ce côté-là, qui du coup a des conséquences sur l'égal accès aux droits, aux opportunités, etc., etc. Comme vous êtes des militants de gauche, comme vous êtes engagés sur la question sociale, je sais que là, dans votre tête, il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais non, mais on oublie la question sociale, on peut être blanc et pauvre, c'est pas ça la question, etc. » Sauf que là, je ne parle pas de pauvreté, je parle bien de la question du racisme. Effectivement, on peut être blanc et pauvre, donc il y a une question sociale aussi, mais il y a une question raciale aussi, et qui fait qu'un blanc pauvre et un noir pauvre ne seront pas traités de la même manière par les structures de l'État, par le système, n'auront pas accès aux mêmes choses, ne seront pas perçus de la même manière, etc., etc. Donc oui, il y a évidemment une question sociale, je pense que personne ne va le nier, mais oui, il y a aussi une question raciale, et c'est ce qui, à mon sens, manque énormément dans le traitement des syndicats, des grandes organisations de gauche aujourd'hui. Il y a un vrai point d'aveuglement sur cette question-là. Alors on essaie de la mettre sous le tapis, tout en se prétendant antiraciste, tout en voulant aller chercher les quartiers populaires là où ils sont, mener des actions là-bas, aller chercher ces populations-là, etc. Mais il y a une vraie difficulté, malheureusement, à prendre en compte cette question-là dans toute sa transversalité, dans toute sa complexité, et à l'accoler, à non pas la soustraire, la nuancer, l'amadouer, mais à l'accoler à la question sociale. Et sur l'opposition sociale, raciale, juste pour balayer ça d'un coup, je dirais que de toute façon, la question sociale irrigue la question raciale, puisqu'on sait aujourd'hui en France que les non-blancs sont parmi les plus précaires de la société française, donc évidemment que c'est intimement lié. Et de l'autre côté aussi, on sait que depuis des siècles, la question sociale a toujours été aussi une question raciale, vu la manière dont le capitalisme, notamment, utilise cette racialisation et la hiérarchisation des populations pour exploiter davantage encore de populations autour, à travers le monde. Donc ça, c'était juste pour préciser d'où je parlais, et peut-être recadrer sur la question de l'antiracisme politique. Et ça m'amène à la fameuse question de qu'est-ce qu'on fait et comment on se mobilise, et au grand manque. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors comme on dit chez moi, c'est chaud. Je pense que tout le monde l'a constaté, c'est-à-dire que c'est tendu, la situation politique, sociale, économique est extrêmement grave en France. Enfin, on traverse, mais je pense que les autres l'ont dit, une crise globale qui est assez pernicieuse et assez douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Il y a 2017 qui arrive à grands pas, on sait à quel point les années qui viennent vont être compliquées. On sent aussi qu'il y a des choses qui essayent d'émerger, j'allais dire à droite, à gauche, pour reprendre l'expression, mais là on parle de à gauche évidemment. À gauche, on sent qu'il y a des choses qui essayent d'émerger et de converger, et de faire convergence. Et c'est vrai que c'est là où ça bloque, c'est-à-dire que c'est là où c'est extrêmement difficile, c'est que nous, militants de l'antiracisme politique, au sens très général, et je pense que beaucoup de militants de quartier, etc., on a l'impression d'être un peu à côté de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'évoluer en parallèle. C'est comme s'il y avait deux grosses dynamiques en parallèle qui essayaient de s'extraire du marasme politique et social dans lequel on était, et qui essayaient de créer de nouvelles alternatives, de repenser la société, de repenser le mode de fonctionnement politique, etc., mais qui ont du mal à se rencontrer malgré les efforts des uns et des autres, qui ont du mal à cohabiter, à converger l'un vers l'autre. Un exemple concret pour illustrer mon propos, vous avez tous suivi, vous suivez tous le mouvement social contre la loi travail, vous avez tous suivi la question des violences policières autour de cette loi travail, peut-être même que certains d'entre vous ont même subi dans leur chair. Et c'est vrai que sur cette question des violences policières, au début, les plus naïfs ou les plus utopiques d'entre nous étaient plutôt confiants à l'idée que la question des violences policières touchant désormais beaucoup plus de monde et ayant été à ce point médiatisée et à ce point traitée par à la fois les syndicats et les organisations de gauche allait
être davantage prise au bras-le-corps, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a, et c'est habituel, je veux dire, c'est quelque chose qui est systématique et systémique depuis plus d'une trentaine d'années, c'est-à-dire que la question des violences policières aujourd'hui, telle qu'elle est traitée à la fois par les médias, mais aussi par les organisations de gauche, et aussi par beaucoup les principaux acteurs du mouvement social, occulte, et je pèse mes mots, occulte la question des violences policières dans les quartiers populaires. Et elle occulte la réalité des violences policières qui continuent d'exister quotidiennement dans les quartiers populaires et sur les populations racisées, donc en particulier arabes, musulmans, noirs et roms. Et ça, c'est extrêmement problématique puisque on a des militants qui sont engagés sur cette question-là depuis un certain nombre d'années, des gens qui vivent cela au quotidien, qui ont essayé de médiatiser ces cas-là, qui ont essayé de créer de grosses convergences sur ces cas-là et sur ces réalités-là, et qui se retrouvent un peu pris dans un étau, en fait, qui se retrouvent coincés, puisqu'ils doivent, parce que d'un côté, ce qu'on peut appeler cette gauche blanche, si je puis dire, les appelle pour qu'ils puissent se rallier à leur cause, et ça se fait toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut converger non pas vers les populations les plus opprimées, les plus défavorisées, mais vers voilà, cette partie de la gauche qui voudrait faire alliance avec les populations qu'elle n'a pas l'habitude de côtoyer ou qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer dans des espaces politiques. Mais ce qu'on oublie, et malheureusement à tort, c'est que la convergence ne peut pas se faire sans... Enfin, c'est que la convergence, bien trop souvent, et ça c'est l'histoire qui nous a appris les leçons, elle veut dire subordination de nos problématiques, elle veut dire subordination de nos priorités, elle veut dire occultation de nos priorités et de nos problématiques. Et cela étant, c'est extrêmement difficile d'envisager une réelle convergence et d'envisager un réel regroupement des forces et des collectifs. J'ai fait énormément de réunions à République où pas mal de syndicats autour de Nuit debout, mais pas que, pas mal de syndicats et d'organisations donc essayaient d'organiser des groupes autour de la question des violences policières. Et voilà, et on a eu des discussions hallucinantes où quand le mot islamophobie était utilisé pour rappeler, parce que c'est une réalité qu'aujourd'hui dans le traitement policier depuis 3-4 ans en tout cas, nous on constate vraiment qu'il y a un traitement islamophobe de certains agents de police, c'est-à-dire qu'il y a des insultes islamophobes, qu'il y a des ciblages, des contrôles aux faciès ciblés aux abords des mosquées, par exemple pendant la période du ramadan, des contrôles aux faciès quasi systématiques dans certains quartiers sur des femmes voilées, sur des hommes qui portent le camis, etc., avec des propos islamophobes, etc., etc. Mais dès qu'on utilise ce mot, par exemple, eh ben on perd une partie de cette gauche qui est censée être alliée sur ces questions-là, puisqu'il s'agit de racisme, puisqu'il s'agit de discrimination, d'injustice et d'inégalité. Donc on s'est retrouvé à devoir débattre, à devoir essayer d'imposer le mot islamophobie, là où c'est des militants de Nuit debout qui étaient venus nous chercher. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui se joue là autour de la question des violences policières et de la difficulté à faire des alliances et de faire converger les luttes quand la condition pour que les luttes convergent, c'est qu'on laisse une partie de nos luttes et de nos priorités de côté. Et il s'avère que les générations ont changé, que le militantisme a changé, que les modes de militantisme ont changé aussi, et que sur de nombreuses questions liées à l'antiracisme politique, il n'y a plus rien de négociable. C'est-à-dire que de notre côté, à nous, on ne va pas négocier. En fait, on ne va pas dire oui, d'accord, on met l'islamophobie de côté, venez, on va s'allier sur cet aspect-là des violences policières. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible puisque ça n'a pas marché et parce que, encore plus, très certainement que pour les autres, la situation dans les quartiers populaires et pour les racisés, pour les non-blancs en France, s'aggrave et elle s'aggrave à tous les niveaux. Elle s'aggrave d'un point de vue économique, d'un point de vue le chômage bat des records dans certains quartiers populaires, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue, vous l'aurez
très sans doute remarqué, des discours racistes et des politiques racistes et racialistes qui sont produites par le gouvernement. Ce gouvernement-là n'y échappe pas, et par l'État français. Et donc cela étant posé, il n'y a plus rien de négociable sur nos luttes. La seule question désormais va être de savoir si les organisations de gauche, plus un allié naturel, ça il faut le dire, il y a eu une telle déception notamment sur les partis de gauche et notamment sur l'incapacité des organisations de gauche à prendre ces sujets-là à bras-le-corps que, je ne sais plus, enfin vous avez vu c'est lié, mais vous avez certainement dû voir les résultats des municipales de 2014. Je sais que j'ai travaillé avec énormément de villes, de candidats dans des villes dont le seul objectif était de faire perdre le Parti Socialiste, comme ça tout le monde s'y accorde, mais aussi le Parti communiste. Énormément de citoyens aujourd'hui se disent il faut punir la gauche, puisque c'était notre allié naturel, c'était la gauche qui était la plus proche de nos revendications, de nos priorités, de nos problématiques, et c'est elle qui a trahi, c'est elle qui nous a abandonnés, c'est elle qui a été incapable de prendre à bras-le-corps cette question-là, là où on savait que la droite, de toute façon, n'allait pas travailler sur la question de l'antiracisme politique, et c'est la question fondamentale qui va être posée ces prochaines années, et en particulier à l'aube des présidentielles et après les présidentielles, va être de savoir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, dans quelle mesure les organisations de gauche peuvent rejoindre et non plus demander à un tel ou un tel, ne plus lancer des injonctions à un tel ou un tel, et dans quelle mesure les organisations de gauche vont être en mesure de prendre à bras-le-corps la question de l'antiracisme politique tel que je vous l'ai défini au début, et de s'intéresser à toutes ces questions que sont l'islamophobie, le racisme structurel, le racisme d'État, sans avoir peur d'utiliser les mots, sans avoir peur de poser les diagnostics, et sans avoir peur d'avoir ou de penser à des solutions radicales, extrêmement radicales. Quand je dis radicales, c'est vraiment qui vont à la racine, la racine du mal. Ça va être la question des prochaines années, et j'espère que vous serez en mesure d'y répondre. Moi, je crois, parce que je suis extrêmement pragmatique, à l'égoïsme dans la construction politique. Donc en fait, ne faites pas avec nous, mais là je parle de vous, mais de manière générale. La question n'est pas de faire avec nous, mais faites pour vous, puisque ce qui est en train de se passer a et aura des répercussions concrètes sur vos vies à vous. Et deux exemples extrêmement concrets. La première chose, c'est qu'on le sait, le recul des droits pour une partie de la population finit toujours par toucher le reste de la population. Les quartiers populaires ont été le laboratoire des violences policières, de la militarisation de la police française, de la violence de la police française, et vous avez vu ce que ça a donné lors du mouvement social contre la loi travail. Donc, ne serait-ce que pour vous protéger vos libertés et vos droits, travaillez sur ces questions-là en prenant en compte la question raciale. Et la deuxième chose, c'est que l'histoire nous l'a appris, la violence produit de la violence. Et la violence raciste, les violences raciales dans ce pays, on a beau ne pas les voir, ça a beau être un point d'aveuglement, elles sont concrètes, elles sont extrêmement brutales, elles font extrêmement de mal, elles abîment énormément de parcours de vie, et donc d'une manière ou d'une autre, ressurgira de la violence. C'est mathématique, c'est logique, et donc rien que pour ça, il faut vraiment prendre à bras-le-corps ces questions-là. Donc faites-le dans une logique de survie politique, de protection de vos libertés et de vos droits, et non pas dans une logique d'aide, puisque à la limite, en fait on n'a pas besoin d'aide, on a besoin que la société se réveille, et c'est deux choses extrêmement différentes. Monsieur, oui effectivement, tout à fait sur les citations de Jules Ferry, vous avez fini par dire on n'en est plus forcément là aujourd'hui, mais si, en vrai si, et je trouve que la question de l'islamophobie illustre bien la dernière citation avec laquelle vous avez fini, la question de la civilisation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre à une femme voilée quand on lui dit mais non, mais il faut que tu te dévoiles pour ton émancipation, pour ta dignité, pour tes droits, il faut s'habiller comme ça, etc. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un projet de civilisation des femmes musulmanes? Aujourd'hui, l'islamophobie, en fait, c'est un racisme d'antan, le racisme anti-arabe qui a été revivifié, revigoré, qui a pris de nouvelles formes, les formes d'un racisme respectable, mais qui
a en son sein les mêmes logiques de sentiment de supériorité, de volonté de civilisation, de mission civilisatrice, de relance de colonialisme et de racisme extrêmement profond. Et après, on n'a pas pu... Enfin, bon, c'est difficile de développer là, mais évidemment, la question du racisme d'État, la question du racisme structurel, du capitalisme, etc., tout ça est intimement lié à la question de l'impérialisme. Et il y a une guerre intérieure qui est faite aux minorités, comme il y a une guerre extérieure qui est faite souvent aux mêmes populations à l'extérieur et qui est menée souvent par les mêmes États. Donc tout ceci est intimement lié. Ouais, oui et non. Oui, c'est extrêmement positif. La marche de l'amitié a été extrêmement positive. Non pas sur la question de la convergence des luttes, mais sur la capacité de femmes subissant le racisme à s'organiser. Sur ça, c'est une victoire, effectivement. Ça a montré que c'était une revanche sur 1983, c'était une revanche sur la récupération politique de SOS Racisme et du Parti Socialiste sur la marche pour l'égalité et contre le racisme, et c'était surtout la mise à l'index des politiques racialistes de l'État français à travers la question des violences policières, à travers la question des crimes policiers, et avec l'idée, et c'est ce qui a été montré, que les femmes qui subissent le racisme sont en mesure de s'organiser, d'organiser des gros moments politiques et de réinventer des formes de mobilisation. Donc sur ça, oui. Sur la convergence des luttes, moins, puisque énormément d'organisations de gauche notamment ont refusé de nous rejoindre, toujours sur les mêmes questions, certaines parce qu'on avait utilisé le mot islamophobie, certaines parce qu'elles ne sont pas d'accord qu'il y a un racisme structurel en France, certaines parce qu'elles ne veulent pas qu'on dise blanc, noir, arabe ou rome, d'autres parce qu'il y a le pire qui participait, et mon Dieu, le pire c'est pas possible, c'est le pire qui puisse nous arriver, etc., etc. Mais donc il y a toujours cette tentation d'injonction et de subordination de nos méthodes de lutte, des gens avec qui on travaille, de nos sujets, etc., aux revendications mainstream et aux mobilisations mainstream, et ça c'est extrêmement compliqué. Sur la question de l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, non, en fait c'est une illusion que de croire que ça a permis de faire converger les luttes, tout simplement parce qu'il y a eu les mêmes débats. Ça a été extrêmement compliqué de mettre le CCIF sur le même plan que la Ligue des droits de l'homme. C'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu, mais ça a été des batailles. Le fait de dire que les premières victimes de l'état d'urgence étaient les musulmans, ça a été une bataille. Le fait d'intégrer la question des quartiers populaires et de rendre compte de la question raciale qui était sous-tendue par la déchéance de nationalité, ça a été des batailles de ouf en fait. Ça a été long, ça a été tendu, ça a été des mails, ça a été des discussions, ça a été des clashs, etc. Et au final, on n'en est même pas arrivé là où les organisations voulaient qu'on arrive. Elles avaient la volonté d'intégrer les quartiers populaires, d'aller chercher les quartiers populaires, etc. Tout en refusant de faire et de traiter les questions qui intéressent les quartiers populaires. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est vraiment une illusion de croire que ça a fonctionné, puisque ça n'a pas du tout fonctionné, et au contraire ça a révélé les problématiques entre les organisations de l'antiracisme politique et les organisations type LDH, etc., qui malgré tout ont fait un super travail, ça c'est clair. Il y a un super travail, mais ça a montré qu'on était encore super loin. Et enfin, Nuit debout, pareil, Nuit debout, la dynamique était intéressante, les bonnes intentions, enfin tout ce que ça a créé, etc., c'était intéressant, mais ça reste un mouvement de blanc. Ça reste un mouvement de blanc, grosso modo, et je sais qu'il y avait une volonté d'intégrer ces questions-là, et notamment, je sais que Frédéric Lordon, par exemple, a énormément évolué sur cette question entre ses premières interventions et les dernières, mais sous la pression d'organisations qui lui disaient que Nuit debout était un mouvement de blanc qui ne prenait pas en compte la question raciale. Donc ça va prendre du temps, ça ne peut pas surgir comme ça juste en organisant quelques ateliers sur l'islamophobie ou sur le racisme, etc. Ça doit être quelque chose de plus profond, ça doit être quelque chose qui guide vraiment l'intention politique et les actes politiques, et la prise en compte donc intégrale, sans injonction et sans tentative de subordination de toutes les questions qui lui ont surlié. Mais malgré tout, je reste optimiste. Merci Ciel.